l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit avec assez de franchise. L'amour le plus puissant que quelqu'un puisse ressentir pour toi n'arrive presque jamais dans le bruit. Il n'entre pas avec de grandes annonces. Il ne s'impose pas par l'urgence. Il ne cherche pas à faire de spectacle. Il arrive autrement. Il arrive dans le silence. Il arrive dans la façon dont une personne se souvient de toi sans avoir besoin de le répéter. Il arrive dans cet espace étrange entre ce qui se dit et ce qui se tait pour toujours. Et voici la vérité qui dérange. Au fond, tu le sais déjà. Quelque part en toi, une partie de ton inconscient sait déjà de qui il s'agit. Tu sens ce poids particulier, cette présence sans nom, cette sensation qu'une personne peut être loin physiquement et pourtant rester étonnamment proche dans ton esprit. Ce n'est pas un hasard, c'est plus profond que ce que ta logique s'est expliqué jusqu'ici. Le vrai piège est plus subtil. Freud a passé des années à observer ce mécanisme sans pouvoir en épuiser le mystère. L'être humain peut enfouir ce qui compte le plus exactement, là où il ira le chercher le moins, dans l'inconscient, dans cette chambre sombre où dorment les choses trop intenses pour être portées au quotidien. Et c'est là que l'histoire devient délicate, parce que ce qui existe entre toi et cette personne n'est pas une émotion ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que tu ranges simplement dans les cases habituelles. Amitié, amour, complicité. Ce lien appartient à une catégorie plus profonde, celle que Jung aurait rapprochée d'une connexion archétypale. Une liaison qui ne naît pas seulement du choix, mais de la reconnaissance. Comme si une part de toi, plus ancienne que ta rencontre, avait déjà su qu'elle allait apparaître un jour. La plupart des gens ne voient pas cela, et la raison est simple. On nous a appris à chercher l'amour là où il fait du bruit, dans les mots répétés, dans les messages constants, dans l'affection affichée, exposée, revendiquée. Pourtant, la personne qui t'aime en silence ne fonctionne pas ainsi, non pas parce qu'elle ne veut pas aimer, mais parce qu'elle comprend quelque chose que tu n'es être pas encore prêt à voir. Ce qu'elle ressent est trop vrai pour être réduit à des démonstrations. Et ce silence change tout, parce que ce silence n'est pas vide. C'est le retrait de quelqu'un qui porte ton nom avec une forme de respect intérieur. Le silence de quelqu'un qui a appris à aimer, sans réclamer, sans forcer, sans attendre une preuve immédiate de retour. Pour un esprit habitué au vacarme affectif, c'est presque impossible à lire. On ne sait pas toujours comment interpréter un amour qui ne vient pas avec des conditions, des ultimatums, des drames. Freud l'a décrit avec précision. Quand quelque chose est trop intense pour être accepté consciemment, la psyché peut le repousser, l'enfouir, le transformer en malaise diffus, en sensation sans nom, en agitation intérieure qu'on ne sait pas expliquer. Et peut être que toi aussi, depuis un moment, tu ressens cela, cette impression qu'il manque quelque chose, qu'une pièce n'est pas à sa place, qu'un fragment de ta vie émotionnelle reste en suspens. Cette pièce peut être la forme d'une personne. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'amour qui fait le plus peur n'est pas toujours celui qui blesse fort. Parfois, c'est celui qui n'abîme rien, celui qui ne t'épuise pas,
qui ne t'oblige pas à courir derrière lui, celui qui est simplement là, stable, calme, presque discret, comme une force naturelle à laquelle on ne pense pas parce qu'elle ne fait pas de bruit. Et pendant que tu le prends pour acquis, cette personne continue de t'aimer en silence. Pense aux moments les plus fragiles de ta vie. Elle était peu, être là, pas forcément avec de grands discours, pas forcément avec des gestes impressionnants, mais avec des présences minuscules qui, ensemble, disent beaucoup. Un message au bon moment, un regard qui comprend sans qu'on explique, une présence qui ne réclame rien. Ce n'était pas un accident, c'était une forme d'architecture intérieure. Jung avait un mot pour cela, la synchronicité. L'idée que certaines rencontres ne sont pas de simples coïncidences, mais l'expression d'un ordre plus profond, comme si deux mondes intérieurs s'étaient mis à vibrer au même rythme. Tu as probablement déjà senti cette mise en résonance. Tu l'as senti, mais la question est ailleurs. Combien de fois l'as-tu mise de côté parce que tu ne savais pas quoi en faire? Avant d'aller plus loin, je te propose une courte expérience. Installe-toi où tu es, sans changer grand-chose. Laisse simplement une main se poser doucement sur ta poitrine. Au centre, respire un peu plus lentement que d'habitude, sans effort. Sens-tu une tension, une pression, un creux? Laisse la première personne qui vient à ton esprit apparaître, sans juger. Observe simplement ce qui se passe dans ton corps quand son visage, ou même juste son nom, surgit. Est-ce que ta mâchoire se serre? Est-ce que quelque chose s'adoucit? Est-ce que ta gorge se noue? Pendant quelques instants, ne cherche pas de conclusion. Laisse ton corps être le premier langage. La vraie question n'est pas de savoir si cette personne t'aime en silence. Au fond, tu le sens déjà. La vraie question est plus inconfortable. Pourquoi as-tu besoin que l'amour fasse du bruit pour te paraître réel? Qu'est-ce qu'on t'a appris sur l'amour pour que tu peines à reconnaître ce qui vient avec calme, dignité et constance? Freud dirait peu être que la réponse remonte à l'enfance. Presque toujours, à un moment très tôt, tu as peu être appris que l'amour se prouve par l'urgence, par l'intensité, par le manque, par l'attention de quelqu'un qui a besoin de toi au point de t'en serrer le cœur. Et ce code est resté inscrit dans ton système intérieur comme une définition du vrai amour. Alors, tout ce qui ne crie pas, tout ce qui ne supplie pas, tout ce qui ne dramatise pas, te semble suspect. Le paradoxe est cruel. Plus l'attachement est profond, plus il peut devenir difficile à reconnaître. Parce qu'un amour vraiment mu ne porte pas les marques du désordre que ton esprit associe à l'authenticité. Alors, on l'écarte, on le minimise, on le laisse derrière soi, et on continue de chercher cette intensité familière qui nous est connue, même si elle ne nous a jamais vraiment apporté la paix. Imagine maintenant une femme de 52 ans, professeure de littérature, mère de 2 grands-enfants. Sa vie semble organisée, cours à l'université, correction le soir, échange poli avec un ex-mari, avec qui elle a fini par se respecter à distance. Elle a appris à être forte, à se débrouiller seule. Dans son quotidien, il y a un collègue, plus jeune de quelques années, toujours discret, toujours présent. Il lui apporte parfois un café sans rien dire, lui envoie un article qui pourrait l'intéresser, reste après un conseil de faculté pour l'écouter, débriefer de sa fatigue. Pour elle, ce n'est qu'une gentillesse. Pourtant, certains soirs, en rentrant chez elle,
Elle sent sa mâchoire se crisper en repensant à une phrase qu'il a dite. Une sensation étrange, ni confortable ni douloureuse, s'installe dans sa poitrine, comme un poids doux, mais constant. Elle se surprend à vérifier son téléphone pour voir s'il a répondu à un message banal. Alors elle se sermonne intérieurement. Ne te fais pas d'idée, ce n'est qu'un collègue. Elle a peur d'ouvrir ce qui, en elle, commence à bouger. Le soir, dans son lit, elle tourne plus longtemps avant de trouver le sommeil, avec cette impression diffuse qu'une partie de sa vie lui échappe, sans nom pour la désigner. Un jour d'hiver, après un cours particulièrement chargé, elle sent une pression inhabituelle dans sa gorge pendant qu'il lui parle. Rien d'extraordinaire. Il lui demande simplement comment elle va. Mais cette fois, au lieu de répondre par la formule automatique, elle ne parvient pas à masquer la fatigue dans sa voix. Alors qu'il pose sa main une seconde sur son épaule, quelque chose en elle se fissure. Sur le chemin du retour, elle s'arrête dans sa voiture, coupe le moteur et laisse enfin monter les larmes contenues depuis des mois. Elle sent, comme un nœud dans le plexus solaire, la prise de conscience brutale. Cet homme l'aime et elle le sait depuis longtemps. 6 mois plus tard, rien n'est devenu romanesque. Ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas bouleversé toute leur structure. Mais elle a accepté un dîner, puis un week-end. Elle a surtout accepté de lui dire, avec des mots simples, qu'elle avait senti sa présence avant même de pouvoir la nommer. Son corps respire un peu mieux, ses épaules tombent moins lourdement le soir. Elle n'a pas tout résolu, mais elle a cessé de faire comme si rien ne se passait. Elle comprend peu à peu que cet amour silencieux n'était pas là pour combler un vide, mais pour lui montrer qu'elle pouvait être vue sans jouer de rôle. Pour la première fois, elle n'a plus besoin du chaos pour se sentir vivante. La personne qui t'aime ainsi fait un choix rare. Elle a choisi d'aimer sans te transformer en prison, sans faire de son affection un outil de dette émotionnelle, sans s'en servir comme d'un levier de pouvoir. Elle a choisi la forme la plus difficile d'attachement, celle qui n'exige pas la réciprocité comme condition de survie. Psychologiquement, cela signifie une chose immense. Cette personne a peu être atteint un niveau d'individuation que peu de gens connaissent vraiment. Elle a appris à séparer aimer et posséder, à te garder dans son cœur sans chercher à te contrôler, à rester présente sans t'envahir. C'est justement pour cela que tant de gens souffrent dans leur vie sentimentale, pas seulement parce qu'ils sont mal aimés, mais parfois parce qu'ils sont aimés d'une manière qu'ils ne savent pas encore reconnaître. Ils reçoivent quelque chose de si pur qu'ils en éprouvent presque un malaise. Alors ils se retirent, se cachent derrière la distance, l'indifférence, l'agenda saturé. Et pendant ce temps, l'autre continue dans l'espace entre ce qui est dit et ce qui est gardé en soi. Récapitulons doucement. Nous avons vu que l'amour le plus profond se manifeste souvent sans bruit, sous forme de gestes discrets et de fidélité silencieuse. Nous avons exploré comment l'enfance peut apprendre à confondre intensité douloureuse et vérité affective. Nous avons aperçu l'idée jungienne de synchronicité, ces rencontres qui semblent répondre à un ordre plus vaste que le hasard. Et, à travers l'histoire de cette professeure, tu as pu sentir comment le corps sait avant les mots ce qui est en train de naître. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est déjà à l'œuvre dans ta propre histoire.
Freud a aussi décrit cette tendance humaine à répéter ce qu'elle connaît déjà, même si cela fait mal. On revient vers les mêmes schémas parce qu'ils sont familiers, pas parce qu'ils sont justes. On préfère parfois le connu à l'inconnu, même lorsque l'inconnu serait plus sain. Et cette personne silencieuse représente justement l'inconnu, un type d'amour que tu n'as peu être jamais vraiment expérimenté dans sa profondeur réelle. Et l'inconnu, même lorsqu'il est lumineux, peut réveiller une peur ancienne. Alors, l'esprit invente des excuses. Ce n'est qu'un ami. Ce serait trop compliqué. Ce n'est sans doute pas réciproque. Toutes ces phrases servent souvent à protéger la partie la plus effrayée de nous-mêmes d'un attachement qui pourrait pourtant nous transformer. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu ici n'est pas seulement une relation. C'est la possibilité de t'autoriser à recevoir quelque chose que tu mérites réellement. Et là se cache le conflit le plus profond du psychisme. Une partie de toi croit encore que l'amour doit être bruyant, instable, douloureux, parce qu'au moins, quand ça fait mal, tu sais que c'est réel. Une autre partie de toi, plus ancienne et plus sage, sait que ce que cette personne te propose est probablement ce dont tu manques depuis longtemps. Ces deux parts s'affrontent en toi en ce moment même. Jung aurait parlé de la tension des opposés, le combat entre le moi connu et le moi possible, entre le schéma hérité et la version qui pourrait naître. Cette tension n'est pas une erreur, c'est le prix du changement. Imagine maintenant un homme de 60 ans, ingénieur à la retraite, veuf depuis plusieurs années. Il a construit sa vie sur la maîtrise, la raison, la prévisibilité. Dans son immeuble, une voisine d'une 50aine d'années vient parfois frapper à sa porte pour l'aider avec l'ordinateur, partager un plat, arroser ses plantes quand il part voir ses petits-enfants. Il la trouve agréable, cultivée, mais se répète à lui-même qu'il a déjà fait sa vie. Entre eux, le lien s'installe comme une habitude silencieuse. Pourtant, certains matins, en croisant son regard sur le palier, il sent une pointe dans la poitrine, comme une brève pression au centre du thorax. Le soir, lorsqu'il dîne seul, il réalise qu'il parle à voix haute en imaginant ce qu'elle dirait de tel ou tel sujet d'actualité. Il referme vite ce dialogue intérieur, presque honteux de sentir son corps se réchauffer à cette simple idée. Sa mâchoire se serre dès qu'il envisage la possibilité d'un nous après tant d'années à vivre en jeu. Un jour, en descendant les escaliers, il la voit trébucher légèrement, fatiguée. Il se précipite pour la rattraper, pose instinctivement sa main dans son dos. Ce contact, pourtant anodin, agit comme un choc. Son plexus se contracte. Il ressent une chaleur qui monte à la gorge, les yeux soudain humides. Le soir même, assis dans son fauteuil, il sent clairement la lutte entre sa peur de souffrir à nouveau et cette évidence tranquille. Cette femme a pris place dans sa vie. Son corps lui parle plus fort que ses arguments rationnels. 6 mois plus tard, ils ne se sont pas fiancés. Ils ont simplement instauré un rituel, un café partagé chaque dimanche matin. Il a osé lui dire qu'il se surprenait à penser à elle plus qu'il ne l'aurait voulu. Ses nuits sont moins lourdes, ses réveils moins vides. Il découvre qu'aimer à nouveau ne trahit pas la mémoire de sa femme défunte, mais continue l'histoire de son propre cœur. À travers elle, il comprend que la vie lui offre encore une fois ce fil silencieux et que le refuser par fidélité à la douleur
serait une autre forme d'abandon de soi. Ce que tu ressens peut ressembler à de la confusion. Beaucoup s'enfuient à ce moment-là. Ils repartent vers les anciens schémas, vers une autre relation qui les fera souffrir de manière familière. Et la personne qui les aimait en silence devient alors cette présence qu'on sent parfois au milieu de la nuit, quand tout s'apaise, quand les défenses tombent, quand l'esprit flotte entre le sommeil et l'éveil. Parce que l'inconscient, lui, n'oublie pas ce que la conscience a rejeté. Et il faut être honnête, le temps n'est pas neutre. Le temps ne patiente pas éternellement. Il n'attend pas que tu sois prêt. Pendant que tu analyses, pendant que tu hésites, pendant que tu te protèges, l'autre continue de vivre, de grandir, de changer. Et un jour, peut-être, cette personne décidera que le silence a assez duré. Je te propose une autre courte pratique, très simple. Là où tu es, si c'est possible, laisse tes épaules s'abaisser légèrement. Place une main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur. Respire tranquillement, comme si tu voulais donner un peu plus d'espace à l'intérieur. Laisse surgir l'image de quelqu'un qui a été là, discrètement, dans tes moments de fragilité. Observe où ton corps réagit le plus, la gorge serrée, la poitrine qui se contracte, ou au contraire, une douceur. Tu n'as rien à décider maintenant. Contente-toi de reconnaître quelque chose existe entre nous, même si je ne sais pas encore comment l'honorer. Reprenons ce qui se joue. Tu as en toi une part qui croit que la sécurité se trouve dans les anciens scénarios, même douloureux, et une autre qui presse qu'un autre style d'amour est possible. Ce que nous appelons amour silencieux n'est pas absence d'élan, mais maturité de la forme. Nous avons vu, avec l'histoire de ce veuf, comment le corps devient le théâtre où cette tension se manifeste. Poitrine serrée, chaleur à la gorge, insomnie légère. Ces signaux ne sont pas des erreurs, ce sont des invitations à plus de vérité envers toi-même. Voici ce que Freud n'a pas totalement résolu, mais que Jung a mieux pressenti. La psyché a une capacité naturelle à aller vers plus de totalité. Elle se dirige vers ce qu'elle est profondément. Jung appelait cela le processus d'individuation. Et une part de ce chemin consiste à apprendre à recevoir l'amour qui te correspond réellement. Pas l'amour qui confirme tes peurs, mais celui qui les dissout. Cette personne ne t'aime pas en silence parce qu'elle manque de mots. Elle se tait souvent parce qu'elle sait que certaines choses dépassent le langage. Parce qu'il existe entre vous quelque chose qui appartient à une couche plus profonde que les échanges du quotidien. Elle a reconnu en toi quelque chose que toi-même n'a pu être pas encore pleinement reconnu. Imagine une femme de 47 ans, cadre dans une grande organisation, souvent en déplacement. Elle a un agenda saturé, un téléphone qui ne se tait jamais, une image de femme forte sur laquelle tout le monde compte. Dans son équipe, un collaborateur plus discret, toujours fiable, la couvre sans bruit. Il rattrape ses oublis, prépare ses dossiers, lui envoie un SMS quand il voit qu'elle enchaîne les réunions sans pause. Elle le voit comme son meilleur élément. Pourtant, à chaque fois qu'elle lit ses messages pleins de délicatesse, elle sent une tension dans la nuque. Sa respiration se raccourcit, comme si quelque chose en elle avait peur de se relâcher. Les nuits d'hôtel, entre deux vols, elle pense à lui plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle se répète
qu'elle ne mélange jamais travail et sentiment. Mais lorsqu'il lui dit « Reposez-vous un peu, on peut attendre demain », son thorax se serre d'une gratitude presque douloureuse. Un soir, après un énième jour de chaos, elle fait un malaise léger dans son bureau. Rien de dramatique, juste un vertige, un bourdonnement dans les oreilles, cette sensation que tout tourne. C'est lui qui la raccompagne chez elle, reste un moment sur le canapé, en silence. Quand il lui dit simplement « Je m'inquiète pour vous », sa gorge se noue. Elle sent que ce n'est pas la phrase d'un salarié, mais l'aveu retenu d'une affection profonde. Dans son plexus, quelque chose cède. Elle ne peut plus prétendre ne pas voir. 6 mois plus tard, elle a posé des limites à son travail, refusé certains voyages. Elle et lui ont décidé de se parler en dehors du bureau, avec prudence, mais avec honnêteté. Rien n'est parfait, tout est encore fragile, mais elle ne joue plus à la femme invulnérable face à lui. Son visage s'est adouci, ses crises d'angoisse se sont espacées. Elle découvre que se laisser aimer ainsi, sans spectacle, est un acte de courage au moins aussi grand que de tenir un poste prestigieux. Elle perçoit progressivement que cet homme ne l'attend pas pour la changer, mais pour qu'elle ose être enfin entière avec ses forces et ses effondrements. Si cet amour est sacré, ce n'est pas parce qu'il est parfait, c'est parce qu'il a survécu à ton indifférence, à ta distance, à tous ces moments où tu t'es tourné ailleurs sans même t'en rendre compte. Un amour qui peut traverser cela n'est pas ordinaire. Il vient de couches profondes de l'être, de zones que Freud a à peine effleurées et que Jung a tenté toute sa vie de cartographier. Ce lien ne t'attend pas avec urgence ni menace. Il attend avec la patience de ce qui sait être profond, avec la tranquillité d'une racine qui grandit dans l'ombre bien avant qu'on voit l'arbre. Il attend parce qu'il sait que, tôt ou tard, ta conscience rejoindra ce que ton inconscient a déjà compris depuis longtemps. Beaucoup n'arrivent jamais à cette clarté. Ils passent leur vie à bâtir des relations sur le vieux réflexe du chaos familier, sans comprendre pourquoi rien ne les comble vraiment. Puis un jour, en se retournant, ils aperçoivent la silhouette d'une personne qui les a aimés avec une dignité qu'ils n'ont pas su contenir. Ne laisse pas cette histoire devenir la tienne, car voici le point de bascule que tu ne peux pas ignorer. Cet instant où tu prends pleinement conscience de ce qui existe entre vous est précisément le moment où le destin psychologique se divise. Freud y verrait un point de décision du désir refoulé. Jung y verrait un seuil d'individuation. Les deux diraient au fond la même chose. Ce que tu choisis maintenant influence la suite. Rappelons les fils que nous avons tissés. Tu as rencontré l'idée qu'un amour discret peut être le plus exigeant, justement parce qu'il ne s'impose pas. Tu as vu, à travers 3 vies ordinaires, comment le corps parle avant l'intellect. Pression dans la poitrine, gorge nouée, vertige, insomnie. Nous avons relié ces signes à la dynamique freudienne du refoulement, mais aussi à la vision jungienne d'une âme qui cherche à se compléter. Tout ce chemin pointe vers un même lieu, ton rapport à ta propre valeur et à ce que tu acceptes de recevoir. L'inconscient n'oublie jamais ce que la conscience décide d'ignorer. Il le transforme en rêve, en tension sans nom,
en question qui revient quand tout se tait. Parce que l'âme humaine a une nécessité fondamentale, se compléter. Et lorsqu'elle rencontre ce qui lui manque, puis qu'elle le perd de vue, cette absence ne disparaît pas. Elle devient une présence de fond, un arrière-bruit qui colore toute la vie émotionnelle à venir. Alors, voici la vérité finale, celle qu'il fallait peu être préparé avant de la dire. Si cette connexion est si importante, ce n'est pas seulement à cause de l'autre. C'est parce qu'elle révèle quelque chose de toi. Son amour silencieux, sa présence discrète, sa constance sans exigence existent parce qu'il y a en toi quelque chose qui les mérite. Quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qu'elle ou lui a vu très tôt. Et ce quelque chose, c'est la version de toi qui est encore en train d'émerger. La version qui n'a plus besoin du chaos pour se sentir aimée. La version qui sait recevoir sans se méfier. La version qui comprend enfin que l'amour le plus vrai n'a souvent rien à prouver. Cette version est plus proche que tu ne le crois. La porte vers elle s'ouvre exactement au moment où tu arrêtes de fuir l'amour qui ne crie pas. L'affection silencieuse n'est pas de la peur. C'est parfois la forme la plus évoluée du courage. Parce qu'aimer en retrait, c'est choisir quelqu'un chaque jour sans garantie. C'est offrir le meilleur de soi à quelque chose qui ne sera peu, être jamais nommé. C'est avoir la force intérieure d'aimer sans manipuler, sans piéger, sans négocier. Cette personne porte ce poids avec une grâce rare et cela mérite d'être vu. Mais plus encore, toi aussi, tu mérites de le voir. Tu mérites assez de clarté pour reconnaître le réel quand il est devant toi. Tu mérites de sortir du schéma qui rend invisible ce qui compte le plus. Tu mérites enfin un attachement qui ne te brise pas, mais qui t'assemble. Cette personne ne t'attend pas en espérant que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle aime déjà celle ou celui que tu es, avec tes contradictions, ta beauté, tes blessures, ton désordre, ta lumière. Et c'est peu être cela le plus bouleversant pour un être humain, être vu ainsi, sans filtre, sans condition, sans protection possible. Parce qu'être vu de cette façon fait tomber toutes les défenses d'un coup. Et les défenses, comme le dirait Freud, sont les murs qu'on construit pour ne plus être blessé. Mais ces mêmes murs qui t'ont protégé de la douleur t'ont aussi tenu à distance de l'amour. Alors, tôt ou tard, chacun doit faire le choix le plus difficile. Rester à l'abri derrière ces murs ou accepter le risque de ce qui se trouve de l'autre côté. De l'autre côté, il y a cette personne. De l'autre côté, il y a une version de ta vie où l'amour ne fait pas mal, où il n'y a pas de signe à décrypter, où la présence de l'autre n'est plus une menace, mais un refuge. De l'autre côté, il y a ce lien que ton inconscient a reconnu depuis longtemps comme unique, irremplaçable, inscrit à sa juste place dans ton histoire intérieure. Et maintenant que tu le sais consciemment, tu ne peux plus prétendre l'ignorer. C'est cela le vrai changement. Pas parce que l'autre a changé, il ou elle était déjà là, mais parce que toi, désormais, tu sais. La question n'est donc pas de savoir si tu mérites cet amour. Tu le mérites déjà. La question n'est pas non plus de savoir si cette personne ressent réellement ce qu'elle ressent. Ton corps, au fond, le sait déjà quand tu penses à elle. La seule vraie question est celle-ci. Seras-tu assez courageux,
assez courageuse pour honorer ce qui est sacré quand tu le tiens entre tes mains? Parce que ce qui est sacré n'attend pas indéfiniment. Il a son propre rythme, sa propre patience, sa propre limite. Et lorsqu'il décide qu'il a assez attendu, il part avec la même discrétion avec laquelle il est arrivé, sans drame, sans reproche, avec la même dignité qu'il avait en aimant. Le jour où tu comprends qu'une chose sacrée t'a échappé pendant que tu hésitais encore à te sentir digne, ce jour-là ressemble à une douleur que les manuels ne savent pas vraiment nommer. C'est le chagrin de l'âme qui sait.